Bienvenue sur France 24 et RFI. Nous sommes au Conseil européen, au Concilium, où se tenait en fin de semaine un sommet des 28 dirigeants, dont l'un d'eux est notre invité, car nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le Premier ministre de Croatie, le dernier pays à être entré dans l'Union. Andrej Plenković, bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Alors, vous êtes membre d'un parti de centre-droit, le HDZ, l'Union démocratique croate, et c'est comme ça que vous êtes devenu Premier ministre il y a tout juste un an, après avoir remporté les élections législatives. Vous avez d'abord gouverné avec un petit parti populiste, et puis maintenant, vous êtes en coalition avec un parti libéral. En tant que diplomate, en tant que secrétaire d'État, en tant qu'eurodéputé, vous avez suivi de très près le processus d'adhésion de votre pays à l'Union européenne, qui est donc intervenu il y a 4 ans, c'était en 2013. Alors l'agenda de ce sommet était particulièrement chargé. En coulisses, on a beaucoup parlé évidemment de l'indépendance catalane, un sujet qui vous touche peut-être à cause de votre histoire. Vous déclarez votre indépendance, je le rappelle, en Croatie en 91, en même temps que la Slovénie, mais cette émancipation a débouché pour vous sur une guerre avec la fédération yougoslave de Milosevic à l'époque. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux Catalans qui citent toujours le modèle balkanique? Je dirais que d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Je dirais que la situation n'est pas tout à fait exacte. Ce que la Croatie a eu il y a 26 ans maintenant, et la situation catalane, c'est un peu différent sur le point de vue de la base juridique. Parce que toutes les activités à l'époque, ils se sont basées à la constitution de l'ancienne Yougoslavie de 1974. Et la Croatie a déclenché le processus d'indépendance avec la Slovénie, après aussi avec la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine, qui ont tous parti de l'ancien pays. Qui était en plus une fédération communiste non démocratique, hein, soyons clairs. Oui, mais tout ça, c'était déjà après les premières élections libres. L'élection démocratique, c'était au mois de mai 90 que la Croatie a eu les premières élections. Alors je dirais que nous sommes bien sûr, comme tous les autres, préoccupés avec la situation en Espagne, en Catalogne. C'est vrai qu'on a parlé de ce sujet à la marge de conseil aussi parmi les collègues. Pour nous, ce qui est important, qu'il y a une solution qui sera faite dans le cadre de constitution espagnole. Alors, pour nous, ça, la question est aussi d'une manière pacifique et avec le dialogue entre bien sûr, Madrid et Barcelone. Alors justement, Mariano Rajoy, qui est un conservateur, comme vous, au sein du Parlement européen, Mariano Rajoy, lui, il a opté pour une application stricte et littérale de la loi, et là, il entre dans un processus où il suspend l'autonomie de la Catalogne. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Ce sont des choix politiques du gouvernement espagnol. Ce qui est important pour nous, en tant qu'Européens, en tant que collègues, aussi des amis, parce que nous sommes, Mariano et moi, dans la même famille politique, Parti populaire européen, qu'il y a des solutions où le dialogue d'abord et la compréhension des uns et des autres est la première. Mais il ne dialogue pas beaucoup, Mariano Rajoy. Là. Oui, mais il faut bien sûr trouver les moyens et l'espace pour le dialogue qui, selon nous, c'est l'unique solution de cette situation que nous avons aujourd'hui en Catalogne. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de régions de l'Union européenne qui aspirent aussi à plus de souveraineté. On pense à l'Écosse, la Flandre, Lombardie, Vénétie qui votent leur indépendance fiscale ce dimanche. Est-ce que ce mouvement, finalement, de possible éclatement de l'Union européenne, il vous inquiète ? Je ne vois pas l'éclatement de l'Union européenne. Je vois qu'il y a certaines régions dans les différents pays de l'Union européenne qui aimeraient bien avoir plus de droits, plus de l'autonomie, plus de pouvoir budgétaire, du point de vue des différentes compétences. Mais moins de solidarité ? Ça aussi, mais ça c'est une autre question. Je trouve que la solidarité, c'est toujours le principe essentiel de la construction européenne parce que je trouve que la redistribution budgétaire, nos politiques, notre acquis communautaire était toujours infiltré avec cette grande idée qui est la solidarité entre les pays, ceux qui ont un peu plus et les autres qui ont un peu plus de moins. Pour moi, je trouve qu'il faut dialoguer. On a eu le référendum en Écosse qui a échoué. Ici, on a eu un autre référendum, mais on voit que la population en Catalogne est divisée. Chez
chez nous, par exemple, on avait 95% de gens qui votaient pour la Croatie indépendante. Ça, c'est pas la même chose. Alors, au moment où vous entrez avec une majorité de Croates europhiles, eh bien, les Britanniques, eux, ont choisi de partir. Quelle est votre vision de ce divorce qui paraît très mal parti? Oui, d'abord, je crois que le référendum, c'était un choix politique mauvais. C'était un choix politique qui n'était pas, selon moi, nécessaire. Ce n'est pas la même chose si on est finalement sans un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU, qui est un membre champion de libre-échange, qui est un membre très très fort du point de vue de la défense, sécurité, alors aussi la contribution budgétaire. Tout ça, pour moi, c'est une histoire assez triste et je trouve que certains partis politiques populistes ont paradoxalement utilisé le fait qu'ils sont élus au Parlement européen dans un système proportionnel, qui est le contraire du système majoritaire normalement utilisé en Grande-Bretagne. Ils ont utilisé la plateforme politique du Parlement européen de faire une campagne contre le projet européen et convaincre malheureusement la majorité des Britanniques de voter pour sortir de l'Union. Je trouve que les négociations maintenant sont un peu dans une situation où c'est clair qu'après le discours de Mme May à Florence, selon moi, c'est un type de testament du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Europe qu'il faut trouver un bon accord d'abord sur les principes et aussi sur la feuille de route de ces négociations. Ce Brexit, il faisait l'objet de la seconde journée du Conseil européen avec une réunion à 27 sur la réponse à apporter aux Britanniques. Regardons tout de suite ce qu'il en est résulté. Plus que jamais sous pression au Royaume-Uni pour mener à bout la sortie de son pays de l'Union européenne, Theresa May a enfin obtenu un geste de ses collègues européens. Les dirigeants de l'UE ont donné leur feu vert pour des négociations à 27 sur un accord commercial post-Brexit. Donald Tusk, qui préside le Conseil européen, se dit favorable aux préparatifs de cette deuxième phase qui pourra porter sur des arrangements juridiques et commerciaux pendant une éventuelle période de transition après le départ du Royaume-Uni. Mais les 27 refusent de voir ces négociations débuter aujourd'hui, car sur plusieurs dossiers, notamment le règlement financier, les progrès ne sont pas suffisants. Theresa May s'est pourtant voulue optimiste. J'ai été très claire sur notre position par rapport au règlement financier. J'ai rassuré nos collègues européens sur le plan budgétaire en cours et nous aborderons ligne par ligne la question des engagements que nous avons pris en tant que membres de l'Union européenne. Le règlement complet et final fera partie d'un accord final en vue d'un futur partenariat. Deux autres points restent problématiques, celui de la frontière nord-irlandaise. Après le Brexit, quelles conséquences de la séparation pour l'Irlande? Les Européens veulent par ailleurs surtout trouver un accord avec Londres sur le sort des Européens présents au Royaume-Uni et des Britanniques résidant dans l'Union européenne. Et sur ce dernier dossier, les négociations ont toujours achoppé. Voilà, alors on en discute beaucoup à ce sommet. Est-ce qu'on va vers le pire des scénarios, c'est-à-dire une sortie sans accord préalable? Et est-ce qu'il faut se préparer à cela? Il paraît qu'on le prépare un peu en Grande-Bretagne. Non, je trouve qu'il faut remplir toute la procédure qui est prévue par l'article 50 de traité. C'est un peu nouveau pour tout le monde parce qu'on a toujours utilisé, moi je sais un peu sur l'article 49, c'est quand vous entrez dans l'Union. Mais sur l'article 50, on n'a pas d'expérience personne. C'est seulement après le traité de Lisbonne qu'il y a cette possibilité juridique de sortir de l'Union. Mais je trouve que Michel Barnier, son équipe, les gens qui s'occupent de ça de côté de l'Union européenne, ils sont en train d'avoir une plateforme, les principes et une feuille de route assez claire comment régler le processus, malheureusement, de ce divorce qui, selon moi, n'a pas dû avoir lieu de tout. Alors pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron, lui, voudrait ressouder la famille européenne et il est prêt à le faire avec tous les États de bonne volonté, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment envie de plus d'intégration et les autres eh bien, peuvent rester sur le bord de la route. On a vu aussi à ce sommet que Donald Tusk il y a un agenda extrêmement chargé, un programme assez ambitieux pour l'an prochain. Est-ce que vous adhérez à tous ces projets de plus d'intégration européenne? Est-ce que la Croatie a envie d'en faire partie?
Moi, je trouve que l'initiative et l'enthousiasme du président français Macron est bienvenu. Je trouve qu'il a porté un peu de l'air nouveau, un peu de cette, je dirais, approche traditionnelle de la France de donner plus d'enthousiasme à l'Europe. Maintenant, nous sommes 18 mois, plus ou moins, avant les prochaines élections pour le Parlement européen. C'est pour ça qu'on a dit à Tallinn, il faut avoir un feuille de route, un agenda ou un programme de dirigeants, c'est-à-dire pour le Conseil européen, quand est-ce qu'on va vraiment aborder les questions essentielles. Pas entrer dans le débat institutionnel et théorique, plutôt voir ce qu'on peut retirer de ce que les traités nous permettent, de nos politiques et de nos moyens budgétaires. Du concret très vite. D'être très concret sur l'économie. Vous étiez député européen, je rappelle, et vous étiez aussi diplomate à Paris. C'est pour ça que votre français est parfait comme cela. J'ai oublié presque tout, malheureusement. Je n'ai pas de chance de parler français depuis que je suis retourné en Croatie. Mais l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut régler ensemble les questions de migration, les questions de sécurité, terrorisme, fonctionnement d'espace Schengen, comment régler les grandes questions de l'économie et du social, comment créer un budget pour les prochaines 7 ans, après 2020, d'une manière qu'il est concret pour les emplois, pour les jeunes, pour les entreprises, les petits et les moyens, comment l'Europe donne son valeur ajoutée. La Croatie, elle ambitionne d'entrer dans l'espace Schengen, alors que c'est très difficile pour d'autres pays comme la Roumanie et la Bulgarie. Et puis, même elle veut adopter l'euro aussi, ça, elle l'a dit très clairement. À quelle échéance, selon vos souhaits ? Quand on parle d'espace Schengen, on a déjà fait beaucoup. On a obtenu 120 millions d'euros comme une aide concrète pendant les négociations d'adhésion. On a utilisé ça pour renforcer techniquement, du point de vue infrastructure, la protection de futures frontières externes de l'Union européenne. Et je crois que politiquement, on peut être prêt pour une décision au niveau du Conseil dans la première partie de 2019. Alors pour moi, ça c'est un pilier de la politique européenne de la Croatie. Le deuxième objectif, c'est de rejoindre la zone euro. Mais là, il faut d'abord remplir les critères. Tous les critères de Maastricht, je crois qu'on a avancé énormément. Mon gouvernement a fait d'excellents résultats sur la diminution de déficit budgétaire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est diminuer la dette publique. C'est le dernier élément où il faut s'aligner avec les critères. Du point de vue d'un calendrier, si on est prêt 2022-2023, je serai très content. Alors, Andrej Plenković, vous avez dit que l'Europe devait être concrète, notamment sur le dossier de la migration. Et on voit aujourd'hui que ce n'est pas facile parce qu'il y a des récalcitrants, le groupe de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, qui ne veulent toujours pas entendre parler de la relocalisation des migrants qui était proposée par la Commission. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut être très ferme avec ce groupe des récalcitrants ou est-ce qu'il faut que les deux parties fassent un peu de chemin? Écoutez, c'est toujours le débat qui est important. C'est vrai qu'il y a des positions différentes. La position de la Croatie comme aussi un pays qui est pays méditerranéen, le nouveau pays membre qui n'est pas vraiment, de point de vue de pouvoir ou puissance économique, on ne peut pas se comparer avec les grands pays, mais je trouve qu'une certaine participation et responsabilité et solidarité quand il s'agit de cette grande crise migratoire et des réfugiés, que nous aussi on peut aborder. C'est-à-dire que les pays de l'Europe centrale et orientale, ils n'ont pas le même fabrique de la société. Alors, chez nous, il n'y a pas trop de gens qui sont de l'extérieur, comme en France ou comme en Belgique ou au Royaume-Uni. Et c'est une question aussi un peu culturelle. Mais il faut qu'on trouve un moyen, un chemin peut-être au milieu, qui peut satisfaire toutes les deux positions. C'est une affaire croate qui fait un peu de bruit après sa nationalisation. On s'est aperçu que le géant croate de l'agroalimentaire Agrokor, avec 60 000 employés, s'était endetté jusqu'au cou, en particulier auprès de 2 banques russes. Son dirigeant est en fuite, poursuivi. Donc, est-ce que ça vous fait courir un risque économique majeur? Vous êtes inquiet là aussi? Écoutez, c'est vrai qu'on a eu un souci avec la plus grande société croate. C'est une société qui s'occupe de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution. Malheureusement, ils ont été dans une crise et nous, le gouvernement, on a réagi un peu avec le regard sur les situations comparatives dans d'autres États de l'Union européenne. On a passé une loi
qui parle de l'administration extraordinaire pour 15 mois maximum pour faire la restructuration financière et la restructuration de business de cette grande société. Je crois qu'on a pour le moment vraiment géré cette opération très bien parce que la société continue de travailler. Les gens, il y avait 30 000 personnes employées là-bas, d'autres 30 000 dans les différents pays de la région. Ils sont tous toujours là, ils travaillent. Les grandes banques, et il faut trouver un accord entre les créanciers pendant les prochains 9 mois. Ce qu'on a réussi pour le moment, que ce cas n'a pas un effet sur toutes les tendances positives macroéconomiques de la Croatie. C'était la croissance de BDP, le taux de chômage qui est diminué à 10,6%, une saison touristique meilleure depuis que la Croatie existe. 16 millions de touristes pour un petit pays de 4 millions d'habitants. 17 millions même, 11 milliards d'euros qu'on a fait gagner. C'est un secteur déterminant dans votre économie? Absolument. 18% de notre produit brut appartient au secteur de tourisme. Alors la Croatie, pendant la première année de mon gouvernement, je crois qu'on a bien réglé toutes les crises qu'on avait. Et nous sommes maintenant dans une situation où il faut continuer avec les réformes structurelles, notre programme de réforme qui est dans le contexte du semestre européen, et essayer d'être toujours dans le groupe de pays qui sont pour l'intégration plus étroite à l'échelle européenne. Merci de nous avoir accordé cet entretien. 1 an de gouvernement, justement, que vous fêtez. Justement, le jour. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur RFI ou bien sur France 24. À très bientôt à tous.